Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons analyser une partie, mais pas n'importe quelle partie. Une partie d'un abonné de la chaîne. En effet, cet abonné m'a envoyé une partie jouée sur chess.com. Alors il a un niveau intéressant, un bon classement déjà, 1841 points. Et il affronte un joueur classé 1900 points. Alors ces questionnements sont plutôt liés à la finale, mais on va voir cette partie depuis le début pour comprendre le déroulé, comment on peut accéder à cette position de finale, et puis en plus l'ouverture et le milieu de jeu ont des phases quand même très intéressantes. Alors, dans cette partie, l'abonné de la chaîne, alors je ne dis pas son nom, s'il a envie de se manifester dans les commentaires, il pourra, il a les blancs et il commence par E4. C5, la défense sicilienne jouée par l'adversaire, cavalier F3, et A6, la variante O'Kelly. Alors, c'est amusant parce que cette variante, je l'ai jouée récemment dans une partie pédagogique avec mon fils, et nous avions les noirs. Alors, si vous voulez voir cette partie, bien, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus, qui vous donnera accès, bien sûr, à la vidéo. Et à la fin de la vidéo, j'explique pourquoi le coup A6 lutte contre la poussée D4 habituelle des blancs. Alors, ça peut paraître étrange, d'ailleurs, hein. Pourquoi un pion comme ça de l'aile va lutter contre la poussée centrale D4? Alors, il faudra voir la fin de la vidéo pour le comprendre. En tout cas, dans la partie, l'abonné de la chaîne comprend qu'il ne faut pas jouer D4 et il joue C3. C'est certainement la meilleure réaction. Et ce coup C3, c'est un peu comme dans la variante alapine de la sicilienne où on joue C3 rapidement pour appuyer la poussée D4. Alors là, les noirs, ils vont jouer Dame C7. Et c'est déjà une erreur de compréhension. Parce qu'avec ce coup Dame C7, les noirs ne luttent pas contre la poussée D4 et ne luttent pas contre l'établissement d'un fort centre de pion avec D4 et E4. Alors que fallait-il jouer dans cette position? Eh bien, il fallait jouer des coups qui vont contre-attaquer le centre blanc. Parce que le centre blanc va bientôt s'imposer avec cette poussée D4, donc il faut déjà se préparer à détruire ce centre blanc. Il se trouve qu'on ne peut pas empêcher la poussée D4 d'arriver. Elle est trop bien préparée avec le pion C3, le cavalier et la dame. Donc il faut s'en prendre ici au pion E4. Alors, notamment par la poussée D5. On peut faire ça, D5, en se disant que sur la prise, on est capable de reprendre de la dame parce que le cavalier n'a pas accès à la case C3. Mais on peut aussi jouer E6 pour préparer D5, voire cavalier F6 pour préparer D5, même si sur cavalier F6, il faut comprendre que le pion E4 peut venir aussi en E5 déstabiliser le cavalier. Par exemple sur cavalier F6, E5, cavalier D5. D'un autre côté, la présence du pion en E5 fait que maintenant les noirs peuvent l'attaquer avec la poussée D6, un peu comme dans les variantes aléquines, dans la défense aléquine. C'est un coup souvent provocateur, cavalier F6, pour inciter E5 et pour que le pion E5 soit attaquable après, par la poussée D6. Donc voilà, les coups les plus souvent joués, en tout cas par les forts joueurs dans cette position, c'est D5 ou E6 pour préparer D5 ou cavalier F6. Mais avec Dame C7, on ne lutte pas contre l'établissement du fort centre de pion. Et l'abonné de la chaîne, il joue D4. Alors prise en D4, et voilà. Deux pions au centre, un cavalier développé, un contrôle de l'espace ici dans la position. Tout est réussi pour les blancs dans cette position. Les noirs jouent D6, les blancs jouent cavalier C3. Fou G4 le clouage, alors on pourrait jouer fou E2 tout simplement pour se déclouer, hein. Mais H3 a été joué pour questionner le fou, qui est retourné en D7, et fou D3. Donc évidemment l'ouverture totalement réussie pour les blancs, 3 pièces développées contre 2, et en plus le développement des pièces noires n'est pas très qualitatif, hein. Un fort centre de pion, le roc à portée de main. Voilà, là le ciel est plutôt bleu-azur pour l'abonné de la chaîne, hein. Les noirs jouent E6, un centre retenu pour les noirs avec D6, E6 contre D4, E4. Petit roc et cavalier E7. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce coup cavalier E7? Cavalier F6 semblait meilleur, mais le cavalier peut se faire déstabiliser par la poussée E5. Donc le joueur, il a joué cavalier E7, peut-être il va chercher à jouer D5 d'ailleurs, et le développement du fou se fera certainement par G6 et fou G7. Alors les blancs ont joué tour E1, G6, et là, c'est l'abonné de la chaîne qui pousse en E5 et contre-poussé en D5. Donc, on a une structure de pion fermée. Alors, elle est fermée au centre, il y a un blocage, il y a 4 pions bloqués. Mais cette structure de pion s'est fermée avec avantage d'espace pour les blancs au centre et à l'aile roi. Alors, pourquoi au centre? Parce que derrière le pion E, vous voyez, il y a 4 cases d'un pan frontal contre 2 cases d'un pan arrière. Ça veut dire que les blancs, ils ont plus de cases, plus d'espace central et donc une meilleure capacité à transférer leurs pièces d'une aile à une autre. Ça voudrait dire qu'en cas d'action, d'attaque, d'offensive à l'aile roi, sur le flanc droit de l'échiquier, les blancs pourront amener plus de pièces.
D'ailleurs, c'est visible dans la position. On a la paire de fous qui vise en direction du roc, le cavalier qui peut venir, la dame qui peut s'approcher, la tour qui pourrait passer en E3 et passer sur la troisième rangée. On a beaucoup plus de pièces blanches capables de venir nourrir une attaque à l'aile roi, fleurir une attaque à l'aile roi, que de pièces noires capables de s'opposer à cette offensive. Alors là, l'abonné de la chaîne a joué fou F4. On peut le comprendre, hein, le fou est la dernière pièce légère à ne pas être développée. Je trouve que fou G5 a un peu plus de mordant, mais bon, fou F4, c'est un bon coup. Fou G7, dame D2, alors dame D2 est jouée parce que la dame s'associe au fou pour aller en H6, hein, pour aller supprimer le fou G7 qui est le défenseur le plus précieux de l'aile roi noire, puisque tous les pions se sont situés sur case blanche, donc les cases noires sont faibles. Si le fou G7 est retiré de l'échiquier, eh bien, on va pouvoir s'infiltrer sur les cases noires. Par exemple, s'il n'y avait pas le fou G7, si on arrive à échanger le fou F4 contre le fou G7, le cavalier pourrait aller en H2, en G4, rentrer en F6 ou en H6, la dame pourrait rentrer également. Vous voyez, ça serait une invasion sur les cases noires. Donc petit roc, fou H6 est joué, cavalier C6, fou prend, roi prend, et là, cavalier G5. Alors ça, c'est un coup un peu trop impétueux de l'abonné de la chaîne, puisque le cavalier F3 devait pour l'instant soutenir le pion D4. Jouer cavalier G5, bon, peut-être qu'il s'est dit que les noirs, en cas de prise en D4, ce qui ne s'est pas produit d'ailleurs, hein. Le joueur classé 1900 sur chess.com, il n'a pas pris en D4 ici. Mais si le joueur avait pris en D4, peut-être que l'abonné de la chaîne avait compté sur fou prend G6, vous savez, l'attaque à la découverte pour que la dame blanche attaque le cavalier D4. Mais fou prend G6, les noirs peuvent reprendre du pion F, ouvrir la colonne F pour leur tour, et même si on prend le cavalier, eh bien, la position noire n'est pas trop mal. On peut jouer cavalier C6, attaquer la dame, doubler les attaques sur le pion de 5, et même si la dame vient en H4, attaquer H7, on joue H6. Finalement, le cavalier est repoussé. Les blancs n'ont plus le surnombre pour envahir l'aile roi. En plus, on peut jouer tour F5 pour doubler les tours sur la colonne F, attaquer une troisième fois, et même pour les joueurs les plus audacieux, les plus aventureux, tour prend cavalier est intéressant aussi. Parce qu'après pion prend, ça démolit l'abri du roi blanc, ça fragilise E5, c'est même un coup intéressant ça. En tout cas, ça sera un coup à surveiller. Donc, dans la position, cavalier G5, c'est pas très bon, parce que cavalier prend D4 est possible pour les noirs. Mais le joueur à 1900 a joué H6. Donc l'abonné de la chaîne est revenu en F3, poussé B5, cavalier E2, bien joué. Il amène son cavalier à l'aile roi, transfère son cavalier de l'aile dame à l'aile roi, et il anticipe bien sûr la poussée B4 qui pourrait arriver. Dame B6, on double les attaques avec les noirs sur le pion D4. Dame F4, 3 défenses, et en même temps la dame s'approche de l'aile roi, menace de rentrer en F6 certainement. Cavalier G8 pour défendre F6 et H6, pour défendre des cases noires qui n'ont plus que le roi maintenant pour être défendu. Cavalier G3, tour à D8. Alors ça, j'ai pas compris ce coup. Pourquoi mettre la tour sur une colonne fermée comme ça, qui risque pas de s'ouvrir? Tour C8 était normal, mettre la tour sur une colonne ouverte, une colonne où c'est difficile d'ailleurs de rentrer sur cette colonne, mais peut-être qu'après des coups comme cavalier B4, on repousse le fou, on rentre en C2 sous le soutien de la tour, peut-être ça peut arriver, des variantes comme ça. Mais tour D8, non, je sais pas. Bon, si vous avez une idée, vous pouvez laisser dans les commentaires pourquoi tour D8 a été joué, mais pour moi c'est un mystère. H4, bien joué. Le pion H n'a pas d'utilité défensive du roi blanc. Les noirs ne sont pas du tout capables d'attaquer le roi blanc. Alors autant qu'il s'élance au combat et qu'il aille s'entrechoquer avec le pion G6, retirer le pion G6. Les noirs jouent F6, menace de prendre en E5, d'ouvrir la colonne F. Alors personnellement, je me serais certainement intéressé au coup dame G4. Parce qu'on retire la dame du vis-à-vis de tour dame, et puis on attaque 2 fois le pion G6. Et en même temps, on crée un vis-à-vis dame-roi qui cloue le pion G6 et qui permettrait de jouer cavalier H5 échec. Mais l'abonné de la chaîne a joué H4 pour jouer H5. Donc il va jouer H5, il va s'en prendre au pion G6, contre-pousser en G5, prise en F6 sur échec, tour prend, dame E3, G4. Le cavalier rentre en E5. Alors j'accélère sur cette phase parce que, rappelons-nous que l'abonné, ce qui l'intéressait en fait, c'était l'analyse de la finale. Donc on va accélérer un petit peu, même si cette phase est intéressante. Donc comme le cavalier F3 a été délogé, le pion D4 tombe, mais les blancs se vengeront sur le pion G4. Donc, dame prend D4, dame prend D4, cavalier prend D4. Cavalier prend G4, on attaque la tour qui vient en F4. Le cavalier revient en E5. Et là, les noirs, quand ils jouaient, ils ont joué cavalier F6. Et là, surprise.
quand j'ai vu la partie, quand j'ai déroulé la partie qui m'avait été envoyée, j'ai vu que cavalier prend fou avait été joué. C'est un coup qui m'aurait pas immédiatement traversé l'esprit. Parce que le cavalier dominant, installé sur une case centralisée, difficile à déloger, et le fou des 7 est assez passif. Alors pourquoi cavalier prend fou? En réalité, certainement pour deux raisons. D'abord, le fou pourrait venir en E8 en fait, et s'en prendre au pion H5. Et puis le fou est un défenseur du pion E6, qui est situé sur une colonne semi-ouverte, c'est un pion arriéré E6. Donc certainement que cavalier prend fou a été joué à la fois pour préserver le pion en H5 et pour fragiliser E6. Donc cavalier prend fou a été joué. Alors on aurait pu s'intéresser aussi à tour C1. La tour ne jouait pas, on l'implique au combat, et en cas de fou E8, peut-être tour C7 échec, et même si on risque de perdre un pion dans l'affaire, ce qui n'est pas encore sûr, au moins on a un jeu de pièces, et notre jeu de pièces risque de créer des difficultés au noir, en tout cas de semer la confusion dans les rangs noirs. Mais c'est cavalier prend fou qui a été joué. Tour prend, et pour taper E6, il faut se débarrasser du cavalier D4, donc cavalier E2 joué. Cavalier prend, tour D6 vient défendre, tour E1, donc vous voyez, il a vraiment cet objectif en ligne de mire, il a vraiment le pion arriéré en ligne de mire, donc c'était son vrai objectif à notre abonné. Roi F7, fou G6 échec, roi E7, G3 on déstabilise la tour, alors on cherche à jouer fou F5 en fait, on va le voir. Tour A4, B3, ça c'est un joli coup, on attaque la tour en libérant la deuxième rangée pour défendre le pion A2, donc finalement on s'oppose avec gain de temps à cette attaque du pion A2, puisque les noirs doivent bouger leur tour. Et fou F5. Le pion E6 est attaqué 3 fois. Alors les noirs n'ont pas les moyens de le défendre, à part en jouant cavalier E4, mais du coup c'est en E4 que ça va gagner un pion. Fou prend, pion prend, tour prend, tour prend, tour prend, tour D1, échec, roi G2. Donc dans cette position, un pion de plus pour l'abonné, donc cette finale est intéressante, mais la tour noire... elle est active, elle est rentrée dans le camp et tout de suite elle joue tour D2, elle se met sur la deuxième rangée. On sait qu'en finale de tour, la pénétration en deuxième rangée pour les noirs et en septième rangée pour les blancs, c'est souvent une bonne rangée pour attaquer les pions qui ne peuvent pas être défendus par d'autres pions, donc attaquer les bases structurelles comme ça. A4 est joué, centralisation du roi, prise en B5, et l'abonné joue tour B4. Je ne sais pas si j'aurais joué un tel coup, parce qu'on attaque le pion, mais roi C5 tend les bras. Bon, d'un autre côté, si roi C5, certainement tour E4 ou tour G4 pour jouer tour G6 et s'en prendre au pion après ici. Donc, tour B4 a été joué, les noirs n'ont pas joué roi C5, ils ont joué tour D5. Roi F3, roi C5 maintenant. Tour G4 pour chercher la case G6 et taper les deux pions isolés. Tour D3 échec, roi E2, tour prend. Tour G6, tour A3, on laisse le chemin du pion passé. Tour prend H6, on obtient deux pions passés. Roi C4, tour prend E6, B4, H6, B3, H7, tour A8, stop. Enfin, nous arrivons à un moment critique de cette finale. Deux pions de plus pour l'abonné de la chaîne. Donc on peut se dire c'est gagné. Bien, il va la perdre, cette position. Alors, c'est là qu'il n'a pas trouvé le bon coup, il n'a pas très bien joué ici. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir ce que vous joueriez dans cette position. Et après, on va comparer votre coup à celui joué dans la partie, à ce qu'il faudrait jouer, en fait. A tout de suite. Alors, j'espère que vous avez eu de bonnes idées, de bons calculs ici, de bons raisonnements. Eh bien, il faut lutter contre le couple roi-pion ici, et la coordination de ces deux pièces. Et puisque le roi blanc n'a pas de travail, certainement il faut jouer roi D2. On empêche le roi de progresser, donc sur B2, roi C2 tout simplement, et sur tour B8, qui pourrait essayer d'appuyer l'avance du pion, eh bien, on peut jouer roi C1, et maintenant on pourra bloquer en B1 sans problème. Même si le roi noir s'approche, on pourra lui faire des échecs arrière sans problème. Donc ici, roi D2, ça me paraît pas mal. On empêche la progression du roi noir en C3. C'est ce que propose l'ordinateur. Pourtant, c'est pas ce que j'aurais joué. Moi, j'aurais plutôt joué tour B6 ici. C'est peut-être moins bien, mais on m'a souvent appris que les tours, en finale de tour, c'était bien de les mettre derrière les pions passés. Donc j'aurais eu tendance à jouer tour B6, me mettre derrière le pion pour empêcher B2. Et sur roi C3,
probablement j'aurais joué tour C6 échec en me disant que sur roi B2, eh bien, le roi va gêner le pion, et si le roi repart en D4 ou en B4, ça permettra au roi blanc cette fois-ci d'intervenir. Donc j'aurais certainement joué tour B6. Voilà, donc roi D2 ou tour B6. Alors, si on joue tour H6 pour aider l'avance du pion en H8, ça ne marche pas, parce qu'il y a pion B2. Et si on joue H8, les noirs sacrifient la tour, et après ils font une dame en fait. Hein. Donc, dans la position qu'a joué l'abonné de la chaîne, eh bien, elle a joué tour E4 échec. Et souvent, les échecs latéraux, comme ça, pour lutter contre un couple roi-pion, c'est pas une très très bonne idée avec les tours. Hein. Souvent, il vaut mieux que la tour soit à l'arrière. Faire des échecs arrière plutôt que des échecs latéraux comme ça. Donc roi C3, parce que finalement, ça fait que avancer le roi, ça fait que l'activer dans son appui du pion, dans son accompagnement du pion passé à dame, en fait, à promotion. Regardez, tour E3 échec, le roi vient en C2, donc cette succession d'échecs latéraux, là, c'est pas bien joué. Donc roi F1, là, l'idée c'est de pouvoir encore avoir accès aux cases E2, E1, mais c'est pas l'idée. B2, tour E2 échec, roi B3, tour E3 échec, roi E2, tour E2, roi 1, pion va aller à dame, donc tour 1 échec, pion va à dame. On est obligé de sacrifier la tour maintenant. Roi G2, et tour H8 a été joué, et maintenant le pion H7 est perdu. Alors le pion H7 est perdu, les blancs ne peuvent pas gagner cette position, ne peuvent plus gagner cette position, mais ils peuvent encore jouer pour ne pas la perdre. Alors comment jouer cette position? Alors le pion H7 est perdu, mais nous avons deux pions passés liés et le roi. Ici, l'abonné a joué F4, et c'est une erreur. Ça va conduire irrémédiablement maintenant à la défaite. Il fallait préférer le coup G4. Pourquoi avancer le pion G plutôt que le pion F? Pour deux raisons. Vous comprenez, la tour ne pourra pas lutter face au roi et aux deux pions. Enfin, elle ne pourra pas lutter toute seule. Il faut absolument que le roi noir puisse venir aider la tour. Et donc, lorsque vous jouez G4, vous avancez un pion qui est plus éloigné d'une colonne du roi noir, puisqu'il est sur la colonne G et non pas sur la colonne F. Donc voilà la première raison du fait d'avancer le pion G. Et ensuite, parce que le roi pourra accompagner le pion, et comme on n'a pas avancé le pion F, le roi pourra venir en G3 et en F4, par exemple, même plus tard en F5, utiliser les cases de la colonne F pour ce qu'on appelle faire l'épaule du roi, et empêcher, en donnant des coups d'épaule, empêcher que le roi noir s'approche. Parce que si le roi blanc est sur la colonne F, le roi noir ne pourra pas s'approcher sur les cases E4 et E5. Alors que si vous avancez le pion F, vous verrez qu'il y aura des cases sur la colonne E d'approche possible pour le roi noir. Donc il fallait préférer jouer G4, d'abord parce que ce pion est éloigné d'une colonne supplémentaire vers la droite, et ensuite parce que ça laissera la possibilité au roi blanc de venir sur la colonne F et de donner des coups d'épaule, comme ça, au roi noir pour empêcher qu'il s'approche. Alors on peut regarder ce qui se passe dans la partie après F4, et on pourra comparer avec G4. Donc F4 joué, donc le roi s'approche en C2, hein. G4 joué, alors là les noirs se sont débarrassés du pion H7, parce qu'il faudra bien s'en débarrasser tôt ou tard de toute façon. Roi F3, roi D3, F5, roi D4, roi F4. Alors là, pour l'instant, le roi il est sur la colonne F, donc on peut se dire c'est pas mal. Mais en réalité, il faudrait que le roi puisse avoir accès à la case F5. C'est ça le problème, c'est que pour l'instant, le roi, il est arrivé en F4, mais il ne pourra pas avoir accès à la case F5. Et donc, tôt ou tard, le roi noir va pouvoir arriver en E5. C'est là la grande différence. Donc, après roi F4, roi D5 a été joué. Donc, le roi noir, il cherche à rentrer en E5 ou en E6 si l'occasion se présente lorsque le pion avancera. Donc là, comment faire? Soit on joue G5, soit on joue roi G5. C'est les deux coups possibles. Si on joue G5, le problème, c'est que les noirs peuvent faire tour H4 échec, attaquer le roi pour l'obliger à reculer, décaler la tour de l'autre côté et couper le roi blanc. Et maintenant, le roi blanc ne peut plus soutenir les deux pions, le roi noir va pouvoir arriver, et évidemment, les deux pions vont tomber très facilement. Donc, la poussée G5, ça ne marche pas à cause de tour H4. Donc, il reste que roi G5. Mais roi G5, ça permet roi E5. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il vaudrait mieux que le pion blanc soit en G5 et que le roi soit en F5. Et pas le pion en F5 et le roi en G5. Vous voyez, c'est le contraire. Il faudrait roi F5, pion G5 pour gagner. Enfin, pour gagner, non. Pour réussir à faire nul, en réalité. Parce que dans cette position, il y a roi E5 qui est joué. Donc, roi G6 attaque la tour qui vient en A7. F6, roi E6, pion G5, tour B7. On ne peut pas avancer le pion parce qu'il va être pris. Donc, le roi se décale en H6. Mais voyez, le roi noir maintenant rentre en jeu. Donc, sur G6, ça perd le pion en F6.
Mais là, il n'y a pas de... Il n'y a pratiquement plus rien à faire. En plus, on ne peut même pas reculer le roi en H5 parce qu'il y a tour H7 mat. Donc, dans la partie G6 a été joué, roi prend F6, et si on avance le pion, eh bien, le pion sera perdu, et la finale, maintenant, est perdue, bien sûr. Donc, je peux dérouler quand même pour ceux qui veulent voir un mat avec la tour, pour les moins expérimentés de la chaîne. Roi H5 a été joué, tour B5 échec, roi H6, tour B2 menace tour H2 mat, donc roi H7. Tour H2 échec, roi G8, roi prend G6, roi F8. Et là, le bon coup, c'est de jouer tour E2, pour obliger le roi blanc à revenir face au roi noir, et ensuite mater. C'est toujours comme ça qu'on procède, c'est qu'il faut forcer le roi blanc, qui est au bord de l'échiquier à la bande, de venir face au roi noir, et après on délivre le mat. Donc dans cette position, vous voyez, il ne fallait pas jouer F4, il fallait préférer jouer G4. On va voir maintenant la différence après roi C2. Donc on pourrait jouer roi G3 peut-être, mais G5 même, ça menace G6. Donc là, la tour doit prendre en H7 pour éviter que les deux pions se connectent. Et maintenant, on peut même jouer roi F3. Venir sur la colonne F, oui, c'est même plus précis pour lutter contre le roi noir. Donc roi D3, roi F4, roi D4, roi F5, et vous voyez, le roi noir n'arrive pas à passer. Et on va pouvoir jouer G6, roi F6, et progresser. La tour noire devra, tôt ou tard, se sacrifier contre le pion. Alors ça fera match nul, parce que quand la tour noire se sacrifiera contre le pion, le roi devra reprendre, et le roi noir pourra très facilement venir éliminer le pion qui est resté en arrière. Mais au moins, avec match nul, on évite la défaite, en fait. Voilà, donc j'espère que cette partie vous aura plu. L'ouverture était intéressante, le milieu de jeu avec l'attaque sur le roi, la transition en finale. Voilà, j'espère que ces moments auront pu être instructifs. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous.